Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un update lecture en fait de 6 livres, un en audio, donc 5 papiers, un audio. Il y a des lectures du mois de mai, il y a mes deux premières lectures du mois de juin, donc sur 6 livres, il y en a 2 qui sont du juin et 4 qui sont de mai. Voilà. Alors la lecture audio je la ferai en tout dernier, comme d'habitude de toute façon. Parce que c'est plus facile pour moi au montage derrière de l'incruster dans la vidéo quand je la mets à la fin ou vraiment au début. Mais cette fois je la mettrai à la fin. Donc en mai j'ai lu, j'espère que la lumière ça va. Ouais ça va, il fait quand même fort sombre je trouve. Ouais, comme ça va. Donc en mai, j'ai lu Marié par accident, un connard arrogant rencontré la veille de Ella Lorès, publié aux éditions addictives dans la collection Luve, où dedans on va suivre Ace O'Keefe qui est chanteur et acteur de renommée interplanétaire, donc vraiment connu partout et par énormément de monde, surtout pour la partie acteur évidemment. Voilà. Alors, et un jour en fait, il va faire une sortie à Las Vegas avec ses potes et le lendemain il va se réveiller et se rendre compte en fait qu'il est marié à une jeune fille du nom de Lysandrina qui elle est française et qui avait un visa qui travaillait là depuis quelques mois, mais dont le visa va se terminer dans pas longtemps, c'est précisé dès le début, donc voilà. Et l'un comme l'autre se demandent comment ils ont fait pour se retrouver mariés ensemble, surtout que c'est pas vraiment leur genre ni à l'un ni à l'autre. Voilà. Et au final, Lysandrina, qui va être appelée Lizzie par beaucoup de monde, va être bénéfique dans la vie de Ace, tout simplement parce que Ace a comment dire, un énorme problème depuis quelques mois où où il n'y a vraiment que son manager et ses meilleurs amis qui sont au courant. Donc ses fans ne le sont absolument pas du tout et c'est tant mieux. Parce que vu l'histoire que c'est, si ses fans étaient au courant, voilà. Mais bref, donc il n'y a vraiment que lui et quelques personnes qui sont au courant. Voilà. Et Lizzie va être au courant aussi parce que du coup elle va devenir sa femme et lui en fait est vraiment anti-divorce, donc il veut pas divorcer de Lysandrina, même si elle veut. Elle lui explique que de toute façon, étant donné que son visa se termine, elle va pas pouvoir rester aux États-Unis et que être mariée à quelqu'un qui ne voit jamais, ça ne sert à rien, ce qui est ma foi un raisonnement plutôt logique. Et en plus de ça, elle ne veut pas être mariée à quelqu'un qu'elle ne connaît pas, même si c'est son idole. Voilà. Et il faut savoir que je l'ai lu vraiment très rapidement. Il me semble que je l'ai lu en 2 ou 3 jours. Alors que d'habitude les grosses bricasses, à part les Emma Green évidemment, d'habitude les grosses bricasses me font plus de temps que ça. Mais là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'avais hâte de voir ce que donnerait la fin. Et en fait je trouve dedans Lysandrina très courageuse vis-à-vis de la situation de Ace en fait. Elle va se montrer très courageuse. Je dirais pas qu'elle a peur de rien, mais disons que pour elle, elle se met en avant, elle s'expose, elle se met en danger pour le bien de Ace en fait, et de ce qu'il se passe dans sa vie. Donc derrière, je vais pas l'expliquer parce que ça va tout spoiler, parce que c'est vraiment l'intrigue de ce livre en fait, en dehors de l'histoire d'amour entre les deux. Ce qui se passe dans la vie de Ace est vraiment la grosse intrigue du livre, donc je peux pas vous dire ce que c'est, mais il faut savoir que ce livre, après ça, la fin de ma lecture, il a quand même continué à me hanter quelques jours. Voilà, ouais, il a quand même continué à me hanter quelques jours, à me dire, mais à la place de Lysandrina, moi j'aurais pris mes jambes à mon cou et j'aurais fui très loin. Voilà, donc c'est pas un coup de cœur, mais presque, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre et j'ai hâte de voir ce que peut donner un autre livre de l'autrice. J'ai ensuite lu le tome 4 de Charlie Davidson, donc 4e tombeau fond 2 d'Arina Jones, publié chez Milady dans la collection Big Lit. Voilà, donc c'est une des collections Bosch évidemment. Excusez-moi. Ou dans cette saga, je dis saga parce qu'il y a 13 tomes, j'en ai lu que 4 mais il y en a 13. Ou dans cette saga en fait on va suivre
Charlotte, donc Charlotte Davidson, appelée Charlet, qui en fait est la faucheuse dans le genre où c'est pas elle qui va vers les gens et qui les tue, mais plutôt en fait les âmes passent à travers elle pour partir de l'autre côté, là où personne ne sait ce qui se passe, parce que même elle en tant que faucheuse ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. La particularité c'est qu'elle est très 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 brillante, donc les défunts la voient de très 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 loin, et quand le défunt passe à travers elle, en fait elle voit toute sa vie défiler. Voilà. Il y a aussi, en tant que faucheuse, elle voit les esprits, et donc elle vient en aide parfois à certaines personnes qui n'ont pas su mettre un dernier message ou quelque chose dans ce genre là. Voilà, elle écrit, ou voilà. Et à côté de ça, en fait, il y a une grosse intrigue qui concerne Reyes, sa particularité de démon de l'enfer. Voilà, parce que clairement c'est plus qu'un démon même, je dirais, pour pas trop en dire. Mais voilà, donc il faut savoir que dans chaque tome, en fait, Charlet donc a les problèmes quant à sa condition de faucheuse. Problème du genre que ceux qui sont pas contents qu'elle soit faucheuse, et bien, ils veulent la quick. Et elle, de l'autre côté, en fait, elle est aussi détective privée, donc elle vient en aide à des personnes. Et en fait, dans chaque tome, elle est en danger en fait à cause de ces personnes, parce que en général, quand un détective privé se mêle de la vie de quelqu'un, ça se passe pas toujours très bien. Voilà. Mais ouais, je kiffe toujours autant, c'est toujours autant de la rigolade, et franchement, je le dis à chaque tome, mais je kiffe ces livres. Alors ensuite, j'ai lu le tome 2, enfin le deuxième tome, parce qu'il n'y en a que deux, de la duologie The Player de Kay Bromberg. Donc le deuxième tome s'intitule The Catch, voilà. Le deuxième tome s'intitule The Catch, et donc c'est toujours la suite des aventures de, comment il s'appelle, Easton Wilder et Scoot Dalton, voilà. Donc après tout ce qui s'est passé à la fin du tome 1, que j'avais dit que ça me hypait de ouf, que j'avais hâte de voir ce que ça donnerait dans le tome 2, et effectivement on reprend en fait tout de suite après, je pense, voilà, où Easton va se remettre en question, il va se poser beaucoup de questions par rapport à sa condition. Pourquoi ça lui arrive à lui, qu'est-ce que Scoot vient faire là-dedans, etc. En fait, il va remettre tout en question, il va remettre beaucoup de choses en question, aussi bien lui que ceux qui l'entourent. Et ouais, je trouve que c'est bien. J'ai kiffé ce deuxième tome, peut-être un tout petit peu moins que le premier, mais j'ai quand même beaucoup aimé. Et autant dire que j'ai hâte de voir un autre livre de Kay Bromberg. Je sais qu'il y a la saga, comment elle s'appelle, cette nouvelle saga là qui est en cours chez Hugo Roman, mais comme moi je ne les lis qu'en poche, les Kay Bromberg, va falloir que j'attende la sortie poche de la nouvelle saga, mais c'est pas grave, parce que je kiffe, et je peux découvrir d'autres autrices à côté, donc voilà. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette duologie, et ce deuxième tome se finit, ma foi, particulièrement bien, et j'adore les fameuses, donc voilà. Alors ensuite, j'ai enfin lu le tome 2 de la saga Red Rising de Pierce Brown, donc Golden Son, voilà, avec la phrase d'accroche qui est brisez vos chaînes. Donc dans cette saga, au début c'est une trilogie, puis il y a eu un tome 4 aux États-Unis, divisé en tome 2, en deux tomes différents en France, voilà. Donc il y a logiquement 5 tomes, logiquement, donc 4 tomes, non 5 tomes, parce que tome 4 partie 1, tome 4 partie 2, en gros ça fait quand même 2 tomes différents, donc voilà. Mais donc dans cette saga en fait on va suivre Darrow, qui est un rouge, donc c'est une société qui est dirigée par les Ors. Je vais vous montrer, parce que au début voilà un peu qui dirige les trucs. Donc on a les Ors, donc tout au-dessus on a les Ors qui sont les dirigeants, les Argents qui sont les hommes d'affaires, les Blancs qui sont les prêtres, donc qui supervisent toutes sortes de cérémonies dans la société. On a les Cuivres qui sont tout ce qui est administrateur, homme de loi, bureaucrate, etc. Donc la caste en dessous, on a les Bleus qui sont les pilotes donc des... Comment
les pilotes des vaisseaux, tout simplement. On a les jaunes qui, eux, sont la catégorie des médecins, voilà. On a les verts aussi qui sont tout ce qui est technologie. Les violets qui, eux, sont tout ce qui est artistique, donc musique, art, musique, théâtre, etc. On a les oranges qui sont tout ce qui est technicien de vaisseau, donc en gros quand il y a un problème à l'intérieur du vaisseau, c'est à eux qu'on fait appel. On a les gris qui sont la police, donc les forces de l'ordre. Tout en dessous encore, on a les bruns qui sont tout ce qui est domestique, personnel d'accueil, serviteurs, etc. On a les obsidiens qui, eux, sont une race dédiée uniquement à la guerre, donc ils sont formés uniquement à la guerre, voilà. On a les roses qui sont un peu, on va dire, c'est les esclaves en fait, ils sont là pour le bien sexuel des gens, voilà. Même si elles sont pas trop consentantes, elles n'ont pas le choix parce que elles font partie de la caste des roses. Et la toute dernière, on a les rouges, donc qui sont les ouvriers non spécialisés qui sont affectés aux travaux manuels. Et sur Mars, ils sont là pour l'hélium 3 ou je sais plus quoi, pour extraire en fait quelque chose qui va leur permettre de vivre sur Mars, etc. Donc il faut savoir que presque toutes les planètes sont colonisées, donc la Terre est colonisée, Pluton est colonisé, Vénus est colonisée, la Lune est colonisée, et tout ça est dirigé par Octavia O'Lune, donc je suis désolée, je regarde un live en dessous, c'est pour ça que vous entendez des petits bruits. Tout ça, toutes les planètes sont dirigées par Octavia O'Lune, voilà. Mais il faut savoir que chaque planète a son dirigeant, voilà. Octavia O'Lune, c'est la souveraine de toutes les planètes, mais chaque planète en fait a son dirigeant. Et sur Mars, le dirigeant c'est Nero O Augustus, voilà. Et il faut savoir que Nero O Augustus a une politique très stricte, voilà. Et Darrow était marié à une jeune femme du nom de Eo, qui a chanté une chanson interdite, voilà, et qui de ce fait s'est fait pendre. Mais il faut savoir que quand ils sont pendus, pour leur éviter trop de douleur, c'est en général au mari ou au frère, au père, ça dépend, à la personne la plus proche de tirer sur le corps en fait une bonne fois pour le tuer vraiment. Et en fait normalement quand quelqu'un est pendu, tu dois le laisser pourrir là, sauf que Darrow lui est pas très d'accord avec ça, et en pleine nuit il va aller dépendre Eo pour aller l'enterrer, sauf que y a toujours quelqu'un pour surveiller, enfin il y a toujours quelqu'un qui balance, ou des caméras qui voient, et Augustus a vu en fait qu'il l'avait dépendu, donc il l'a condamné lui-même à la mort. Et voilà, sauf que Darrow va pas vraiment mourir, voilà, parce que il va être entre guillemets sauvé par les fils d'Arès qui sont un peu donc en fait on a Augustus, et en fait en face on a les fils d'Arès qui eux sont le symbole de la rébellion sur Mars, et pas que sur Mars d'ailleurs, qui sont le symbole de la rébellion interplanétaire, voilà. Intergalaxie même, voilà, à travers la galaxie, c'est eux qui font la rébellion sur Mars, sur Pluton, sur Vénus, sur la Lune, partout. Sur la Terre également, parce que la Terre est toujours colonisée, même si tout se passe principalement sur Mars dans l'histoire. Et Darrow va être forgé à l'image d'un or, donc il va se faire passer pour un or et va se faire appeler Darrow O Andromedus, voilà, qui est une famille un peu disparue on va dire, donc personne ne se pose vraiment de questions sur qui il est vraiment. Et donc lui son objectif principal c'est de intégrer la société des ors pour la démanteler de l'intérieur. Et donc on va suivre ça au fil de, donc je suppose, des 5 tomes, au fil du tome 1, du tome 2, et à la fin du tome 2 il se passe un événement, je sais pas, je l'avais senti dire quand même, parce que je me dis il y a une couille dans le pâté quelque part, ça peut pas être aussi bien, ça peut pas aussi bien se passer que ça, voilà. Et donc il se passe quelque chose à la fin du tome 2 qui moi me donne en fait très envie de lire le tome 3, mais on n'a pas de nouvelles pour la sortie du tome 4 partie 1 en poche, donc pareil j'attendrai la sortie pour le lire. Mais en tout cas je kiffe. Alors je vais vous parler ensuite d'un livre, il avait un petit problème, disons qu'il a fait une chute à un endroit où il fallait pas, hein, voilà, il est tombé, autant le dire, il est tombé dans les toilettes, donc je l'ai séché, je l'ai nettoyé le plus possible pour plus qu'il sente l'odeur, mais évidemment
il y a toujours les traces vu que ben, c'était de l'eau dans les toilettes, hein. Il y avait juste de l'eau, l'eau de la chasse, mais ça change rien au fait que ben, il est bousillé quoi. Donc j'ai ensuite lu Aime-moi je te fuis de Morgane Moncombe, publié chez Hugo Poche, où dedans en fait on va suivre Zoé qui est la meilleure amie de Violette et Jason qui est le meilleur ami de Loane. Donc Violette et Loane qui sont les protagonistes de Viens on s'aime, qui avait été un énorme coup de cœur pour moi. Et dans ce tome 2 en fait il faut savoir que un soir de Noël, Zoé et Jason vont coucher ensemble, voilà. Ils vont coucher ensemble, ça va être le pire coup de leur vie à tous les deux et ils vont se promettre de ne plus jamais coucher ensemble, de toujours s'ignorer, même si ça va pas être facile parce qu'ils vont se revoir justement quelques temps plus tard chez Jason, chez Loane et Violette, voilà. Et donc ben on va quand même sentir une attirance entre eux, un petit rapprochement au fil du temps et on va découvrir les secrets de Jason, on va également découvrir les secrets de Zoé qui en a d'ailleurs pas mal et j'ai surkiffé ce livre. Alors c'est pas un coup de cœur, mais j'ai quand même surkiffé ce livre et en fait au début j'ai mis longtemps à me plonger dedans, mais une fois que j'étais dedans je ne l'ai pas arrêté, à part pour dormir évidemment. Mais ouais, j'ai vraiment surkiffé ce livre et voilà, je le conseille à tout le monde. Alors ensuite on va parler donc de ma lecture audio, ça va être un tantinet épineux parce que c'est comment dire, un livre en fait, ce tome 4 là a soit eu des éloges de malade, soit des déceptions de malade. Et moi je me place entre les deux parce que même encore à l'heure actuelle, je sais pas quoi penser de ce tome 4. Donc j'ai écouté, parce que c'est pas vraiment une lecture vu que c'est un livre audio, j'ai écouté le tome 4 de La Passe Miroir, donc La Tempête des Échos. Je l'ai commencé en février, je l'ai terminé en mai, donc vous voyez. Mais bref, il faut savoir que déjà j'avais très peu de souvenirs du tome 3. Pourtant j'ai pas lu le tome 3 il y a 50 ans, hein. Mais j'avais énormément du mal à me retrouver dedans. Je ne savais plus vraiment de quoi parler le tome 3 et au final, ben, en lisant, je me suis rappelé, etc. de la fin du tome 3. Et donc en fait, dedans, on va faire la fin de l'intrigue concernant l'intrigue en fait, voilà, concernant Dieu, concernant l'autre, concernant... alors je suis désolée s'il y a des spoils, vraiment, mais là j'ai besoin de m'exprimer sur ce tome 4, concernant aussi l'avenir de Thorn et Ophélie, voilà. Et je sais pas, déjà au début j'étais très mitigée parce que en fait j'ai l'impression que l'autrice a voulu enchaîner les actions dedans à tel point qu'il y en a énormément qui se passent en très peu de temps. Et ben moi je sais pas trop quoi penser parce que j'aimerais que les actions soient détaillées. Et là en fait elles sont détaillées mais elles ne le sont pas assez pour moi et en plus elles sont toutes l'une sur l'autre. Voilà, le problème c'est qu'elles sont toutes l'une sur l'autre et au final tu te retrouves avec 5 actions sur le même chapitre. Voilà, 5 actions différentes sur le même chapitre. Par exemple, l'autre agit, Dieu fait ça, Ophélie fait ça, Thorn fait ça, les généalogistes font ça. Au final, j'ai l'impression que c'est surtout un gros fouillis, qu'elle voulait absolument terminer cette saga en 4 tomes et que du coup dans le 4e tome elle met tout ce qu'elle n'a pas pu mettre dans les 3 derniers. Et j'ai l'impression d'avoir en fait suivi un énorme fouillis dans ce tome 4. La fin aussi me laisse énormément mitigée parce que comment dire, parce que je sais pas, j'accroche pas avec la fin. Pour moi c'est pas vraiment ce que j'aurais espéré pour cette saga, la fin que j'aurais espéré, tout simplement parce qu'elle laisse une fin ouverte. Je déteste les fins ouvertes quand il y aura pas, quand on sait avec certitude qu'il n'y aura pas de tome après. Je déteste ça. Pour moi, s'il n'y a pas de tome après, il faut une fin fermée. Pas une fin ouverte comme elle l'a fait. Moi, je déteste les fins ouvertes, clairement. Si tu laisses une fin ouverte qui a 3-4 tomes prévus après, il n'y a pas de souci. Si tu me mets sur une fin ouverte alors qu'il n'y a rien après, c'est niette. Là déjà, ça me repousse direct. Alors c'est déjà un gros point négatif pour moi, c'est la fin ouverte qu'elle a mis. Voilà. Alors certes, c'est une fin ouverte un peu joyeuse. Enfin, joyeuse. Quand on sait le geste qu'Ophélie fait, tu te dis, bah... oui, c'est une fin ouverte, mais c'est peut-être pas plus mal comme ça. Sauf que, voilà, moi, les fins ouvertes, non, quoi. Voilà, j'ai beaucoup de mal. Alors voilà, je me place entre les deux. Je sais pas si j'aime bien, je sais pas si c'est une déception. Je suis vraiment hyper mitigée et ça m'énerve parce que j'avais adoré les 3 premiers. J'étais passée par l'an du coup de cœur pour l'un des 3, je sais plus lequel.
Mais j'avais surkiffé les 3 premiers. Et là, le tome 4, je suis dans le flou total. Je sais pas quoi en penser. Et en fait, bah, ça m'énerve, tout simplement. Ça m'énerve parce que je me dis, je vais le relire quand il sortira en poche. Je vais me refaire la saga. Et on verra à ce moment-là ce que je pense du 4e tome. Mais là, tout de suite, pour l'instant, la seule chose que je peux dire, c'est ok. Ouais, ok. Et ensuite, voilà. Alors, je suis désolée si vous voyez cette vidéo et que vous surkiffez cette saga-là. C'est pas mon cas. Je suis désolée. C'est vraiment pas mon cas. Donc, enfin, j'ai adoré les 3 premiers tomes. Le tome 4, je sais pas. Je suis désolée. Je sais que quand tu n'aimes pas ce que les autres aiment, tu te fais lyncher. Mais moi, je pars du principe que on a tous des avis différents. On peut pas, tout le monde ne peut pas tout aimer. Voilà. C'est quand même une bonne saga, je dis pas le contraire, mais ouais, ok, juste ok. Ouais. Donc bah c'est tout pour cette vidéo, qui ma foi est beaucoup trop longue pour un simple petite lecture. Mais je blablate beaucoup trop. Et donc on se retrouve bah, bientôt, parce que je sais pas du tout quand est-ce que sortira la prochaine vidéo. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.